le bonsoir. Bonsoir. Et si les tueurs en série, ces monstres déguisés en voisins charmants ou en amants séduisants, portaient dans leur ciel natal des indices, des échos sombres de ce qu'ils allaient devenir. Ce soir, on t'emmène voyager signe par signe à travers le zodiaque pour explorer comment certaines énergies astrologiques mal canalisées peuvent basculer dans l'horreur. Ouh là là, ça va être très intéressant et flippant. Et d'abord, soyons clairs, l'astrologie n'explique absolument pas la criminalité. Il n'y a absolument rien dans un thème astral qui condamne quelqu'un à devenir un monstre, mais, quand on regarde les statistiques, on remarque un détail un petit peu troublant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que certains signes reviennent bien plus souvent chez les tueurs en série. Les poissons, les sagittaires, Les gémeaux, les scorpions, évidemment. Évidemment, ces signes ils apparaissent à plusieurs reprises dans les registres criminels, bien plus que d'autres, et pourquoi ? Et à l'inverse, il y a certains signes qui apparaissent assez rarement. Très peu de tueurs en série peuvent être lions ou taureaux, par exemple, sans hasard, peut-être. Ou peut-être que leurs énergies s'expriment autrement. Alors ce soir, dans cette nuit où les frontières entre les vivants et les morts s'effacent, on va suivre ensemble ce chemin un peu sanglant à travers le zodiaque. À chaque signe, une scène, à chaque énergie, son ombre. Prépare-toi, car certaines de ces histoires pourraient bien te glacer le sang. Ouh. Attention, cet épisode serait susceptible d'heurter les plus sensibles. Nous allons discuter de sujets très compliqués, très lourds, d'abus, de violence. Donc si ce sont des sujets qui vous touchent personnellement, n'écoutez pas l'épisode. Imagine une nuit sans lune. Tu cours, ton souffle se brise et derrière toi, les pas s'accélèrent. Le danger n'est pas calculé, il est immédiat, brutal, une rage pure, animale, qui frappe sans prévenir. Le bélier est un signe de feu gouverné par Mars, la planète de la guerre. Et dans son ombre, il porte l'impulsivité, la colère, la violence de l'instant. Pas de plan compliqué, juste le besoin d'agir, de frapper, de dominer. Ça, c'est le mode de fonctionnement de David Koresh, né le 17 avril 1959, à Houston, dans une famille éclatée, sans père et avec une mère adolescente. David, il va grandir, lui, dans un environnement qui va être hyper instable. Ça va être un enfant qui va être rejeté, qui va être moqué à l'école parce qu'il a énormément de retard au niveau scolaire. Donc pour le coup, c'est un homme qui va énormément se réfugier très tôt dans la Bible. Et c'est là où le bordel va un peu commencer parce qu'il va avoir la sensation d'être choisi. C'est ça. Et à l'âge adulte, ça devient une personne extrêmement magnétique et qui attire énormément les gens. Et c'est vrai que les gens vont être complètement fascinés par lui, par son regard, sa conviction, parce qu'il croit totalement à ce qu'il dit. À Waco, il se déclare Messie et il prépare ses fidèles à l'apocalypse. Là, pour le coup, quand les forces de l'ordre vont encercler la communauté, Koresh, lui, va choisir, on va dire, la facilité, parce qu'en avril 1993, il va y avoir 76 personnes qui vont mourir dans les flammes, dont 25 enfants. C'est ça, donc on a vraiment l'énergie du bélier jusqu'au bout, dans la lumière de sa propre guerre, convaincu d'être un soldat divin. Ensuite, on a quelqu'un d'autre, alors hashtag... Je suis née le même jour, pas la même année, Dieu merci, et je ne suis pas une tueuse en série, quoique, on ne sait pas, peut-être. Herbert Mullin, ou Mullin, je ne sais pas du tout comment on le prononce, né le 18 avril 1947. Là, pour le coup, on est sur un enfant qui était plutôt calme, qui était plutôt intelligent et qui était par contre élevé dans une famille catho, mais alors catho jusqu'au bout des ongles. Mais du coup, à l'adolescence, il y a un événement qui va vraiment le marquer à jamais, c'est la mort tragique d'un ami dans un accident de voiture. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé. C'est vraiment, pour le coup, ce décès-là, il va vraiment pas du tout l'accepter, il va pas du tout le conscientiser. Pour le coup, ça a vraiment créé une hyper fissure, cassure, mais quelque chose qui a vraiment... qui l'a changé, quoi. Et le trauma va vraiment lui faire développer du coup des troubles psychotiques. Il va commencer à entendre des voix. Il va croire que la Terre exige des sacrifices humains pour
Pourquoi ? Pour éviter un tremblement de terre, donc c'est assez fou. Donc il commençait vraiment à entendre des voix, on lui disait de tuer des gens pour éviter que la terre ne tremble. Oui, ne tremble et éclate en fait. Ça. Alors ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas scientifiques justement qui disent que les chocs post-traumatiques, ce genre de choses, même en étant enfant, surtout quand on est enfant ou adolescent, ça peut créer des troubles psychiatriques carrément. Des choses très graves. Ouais, et réveiller même des troubles qui vont être, ouf quoi. Et donc ce pauvre mec, oui, parce qu'on peut le dire, ce pauvre mec, entre 1972 et 1973, va tuer 13 personnes. Et pour le coup, ces personnes-là vont être complètement random, c'est-à-dire qu'il y aura des enfants, il va y avoir des inconnus qui ne sont pas proches de lui simplement, il va y avoir des prêtres, et ce qui est le plus flippant même, c'est qu'il va vraiment tuer sans calcul et seulement pour, désespérément, comme il le croit, sauver le monde. C'est ça. Et chez lui, on voit que l'énergie du bélier s'est un peu inversée, c'est-à-dire que la pulsion d'agir, c'est devenu plutôt un délire mystique, un besoin compulsif de frapper avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, c'est vraiment l'énergie du bélier qui doit absolument agir sous l'impulsion et qui doit du coup par la même occasion sauver le monde, et il peut pas s'en empêcher. C'est vraiment cette énergie d'impulsion de la Terre va exploser, vite, je vais sauver le monde. Oui, c'est l'impulsivité au sens pur, mais pur dans son délire, quoi. C'est ça le truc. Exactement. Donc oui, là on est vraiment dans l'énergie dark side du bélier de fou. Qui cède un peu à l'incontrôlable, au manque de contrôle, etc. Donc c'est vrai que dans sa lumière, le bélier c'est un signe qui est très courageux, très protecteur, pionnier dans le sens où c'est lui qui donne cette impulsion pour que les choses avancent, cette impulsion d'action justement. Mais dans son ombre, c'est une énergie martienne qui devient vraiment une pulsion à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit plus. Le bélier, quand il a envie d'engager une action, d'engager quelque chose, de créer quelque chose et de vraiment donner cette impulsion, il réfléchit pas. Il réfléchit après, dès que c'est fait, dès que les choses sont faites. Et du coup, dans le dark side, c'est là que ça devient ultra dangereux en fait. Ouais, parce qu'il peut vraiment se laisser emporter par une violence qui va être très primaire et instinctive, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et pour le coup, chez beaucoup de béliers, cette énergie un petit peu d'impulsivité peut se manifester dans le sport, dans le leadership, dans le combat, hein, comme tu disais. Mais chez d'autres, quand l'équilibre psychique encore une fois s'effondre, elle peut se transformer en chasse nocturne. Hein. Exactement. Dans une maison bien ordonnée, chaque objet est à sa place. Les rideaux tirés, la table mise, rien ne dépasse, sauf l'odeur. L'odeur de quelque chose qui n'a plus rien d'humain. Le taureau est un signe de terre gouverné par Vénus. Dans sa lumière, il incarne la stabilité, le plaisir des sens, l'attachement à la matière. Mais dans son ombre, ce besoin de posséder devient une obsession, et parfois une monstruosité conservée comme un trésor interdit. Comme on a raconté dans cette histoire, on a déjà un tueur en série qui, je pense, est très connu pour ceux qui sont fans de True Crime, qui est Albert Fish, né le 19 mai 1870. Donc ce gars-là, il est né à Washington, D.C., dans une famille pauvre et instable, donc pour le coup, pas de chance, pas de bol. Albert Fish, il va connaître très tôt la misère et la maltraitance, hein, parce que son père meurt lorsqu'il a 5 ans et sa mère, qui est incapable de subvenir à ses besoins, va le placer dans un orphelinat où il va subir des punitions corporelles, mais ultra violentes, quoi. C'est ça. Et c'est là que du coup, il y a un peu la douleur et le plaisir qui se confondent dans son esprit. Donc encore une fois, cette histoire de traumatisme qui fait qu'on n'a plus du tout la vision du bien et du mal, de la douleur et du bonheur. On mélange tout en fait. Et à l'âge adulte, il devient donc peintre en bâtiment, sans histoire en apparence, mais il mène une vie parallèle de sévices, de perversion, de rituels. C'est hyper violent. Je pense que vous connaissez l'histoire d'ailleurs, mais on va vous la raconter rapidement. C'est hyper sadomasochiste. C'est ça. Le gars, il est complètement ouf. Hein. Ouais. En fait, entre 1924 et 1932, donc ça fait quand même un certain temps, il commet des crimes atroces, surtout sur des enfants. Et il mêle torture et cannibalisme, son obsession, la chair, la possession, l'acte physique poussé à l'extrême. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Albert Fish, en fait, il tuait des enfants, il les mangeait et il envoyait des morceaux aux parents des enfants en question. Donc c'est vraiment violent, une violence horrible. Inouïe. Ouais. Et en plus de ça, alors ce qui est assez sur un plan psychologique,
est symbolique. Le fait de manger ses enfants, pour moi, et de tuer surtout des enfants, c'est un peu la jalousie inconsciente d'une enfance qu'il n'a pas eue. Parce qu'il s'en prenait à des enfants, la plupart, je dis bien, vulnérables, enfin voilà, et c'est un peu comme s'il mangeait, enfin je pars peut-être loin, mais c'est comme s'il mangeait ou qu'il consommait justement cette enfance qu'il a pas eue, et qu'après il se punissait. Faut savoir que le mec, on a retrouvé, alors ça va être dégueulasse ce que je veux dire, mais on a retrouvé des espèces de clous, mais de la taille de 2 à 3 cm dans son rectum, qui s'enfonçait lui-même pour se faire du mal, parce que vraiment c'était son kiff, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que là on retrouve vraiment le côté très très sombre du taureau, qui est très connecté au plaisir des sens, au toucher, à la matière justement, qui aime ressentir, toucher, goûter. Et c'est vrai que ce besoin-là chez Albert Fish, c'est devenu complètement tordu en fait. Vraiment, je trouve qu'il est descendu au plus bas possible de l'énergie basse du taureau justement. Ouais. Tu vois ? Carrément. Après, il y a un autre gars, Herman Holmes, né le 16 mai 1861. Alors ce gars-là, il est considéré comme le tout premier tueur en série américain. Et ce qui est assez déroutant, c'est que lui, pour le coup, c'était un enfant plutôt brillant, qui excellait dans ce qu'il faisait, mais on va dire qu'il était un petit peu rigide, ce gars-là. Il grandit dans une famille, pour le coup, un peu puritaine, du New Hampshire. Alors désolé, j'ai un anglais complètement de bille. Et son père, lui, c'était un père assez autoritaire, même parfois violent, qui va vraiment, encore une fois, avoir ce truc un peu rigide, de rigueur, et ce côté d'éducation par la peur un peu. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que très jeune, il va être vraiment fasciné par l'anatomie, la mort. Il va commencer très tôt à disséquer des animaux pour comprendre la vie. Et plus tard, il va étudier en médecine. Il escroque les assurances en maquillant de faux cadavres. Et en fait, il va, du coup, par le fait d'être étudiant en médecine, pouvoir avoir accès à des cadavres. Et en fait, il va faire tout un schmilblick pour avoir accès à des cadavres, en fait, humains. Et c'est ça qui est ouf, c'est que pour le coup, c'est là où c'est macabre. C'est genre, je veux du pognon, vraiment dans le plaisir, on va dire, des péchés du taureau. C'est donc, il veut du pognon. Donc, pour avoir du pognon, il va utiliser son intelligence à mauvais escient pour pouvoir faire tout ça. C'est ça. Et quand il va s'installer, ce gars-là, à Chicago, il va construire son célèbre... Alors, je pense que ça, vous le connaissez surtout pour ça. Il va construire son célèbre Château des Meurtres. Et franchement, c'est un truc de malade. Parce que cet hôtel, c'est vraiment le parcours d'Hunger Games, quoi. C'est un labyrinthe avec des chambres qui vont être insonorisées, avec des trappes secrètes, des fours crématoires et des conduits de gaz, quoi. Ça, c'est fou. Ça fait penser au film Saw, je trouve. Ouais, tu sais, dans le délire. De dingue. Et justement, encore une fois, par rapport au taureau, encore avec les sens, c'est-à-dire que je fais subir à l'être humain des choses, tu vois. Et c'est vrai que du coup il attire dans cet endroit des jeunes femmes en quête d'emploi ou d'amour, et il les tue sans aucune émotion. Ouais, la plupart, de toute façon, dans tous les cas, c'était des femmes. Alors je pense que ça doit peut-être venir d'une carence affective qu'il a dû avoir, ou le fait que peut-être son père, vu qu'il était dans une éducation rigide et certainement que la femme ne représentait finalement rien. C'est ça, un manque d'amour féminin. Ouais, c'est ça, et quelque part il exprimait ainsi, et donc le besoin de posséder, le besoin de contrôler. En fait, c'est ça la perversion aussi du taureau, quand son amour de la stabilité devient un empire de la mort, c'est que vraiment l'obsession, c'est vraiment de posséder, de contrôler. Et de garder près de lui les choses, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que dans sa version lumineuse, le taureau, il recherche la sécurité, le confort, les plaisirs simples de la vie. Mais dans son énergie corrompue, dans son énergie sombre, ça peut se cristalliser en obsession matérielle et en un besoin maladif de contrôle. Et le fait, du coup, qu'il soit dans cette fixation dans le côté dark side, ça peut se transformer en désir morbide. Et encore une fois, le fait de tuer, ça lui donne une sensation de posséder pour toujours. Gémeaux. Un sourire charmeur, une voix douce, un air presque enfantin. Mais derrière ce masque, une autre facette, glaciale et affamée. Les Gémeaux, signe d'air gouverné par Mercure, incarnent la communication, l'intelligence, la curiosité, mais dans leur ombre, ce double visage peut devenir une arme. La parole sert de piège, l'esprit curieux devient expérimentation macabre.
Et oui, on retrouve ce mode de fonctionnement chez, attention, un criminel tellement connu grâce à la série Netflix, Jeffrey Dahmer, né le 21 mai 1960. Alors lui, il est né dans une famille de classe moyenne américaine et il grandit dans un foyer marqué par les disputes, l'indifférence. C'est souvent le cas d'ailleurs des tueurs en série. C'est un enfant très solitaire et il développe très tôt une fascination un peu morbide pour les animaux morts et en fait, il va les disséquer par curiosité, quoi. Ouais, et pour le coup, là, à l'adolescence, il va devenir un peu un mec, tu sais, le gars qui parle pas trop, qui est maladroit, qui... un peu en mode faillot, tu vois. Vraiment, c'était ça, Dahmer. C'était un peu le mode faillot. Il n'arrivait pas à se connecter émotionnellement aux autres. Par contre, il était méga intelligent. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'est un être, pour moi, Jeffrey Dahmer, qui a une énorme souffrance de par l'enfance qu'il a eue, et je pense que, bon, bien sûr qu'il a un problème psychologique, on est d'accord, mais je pense que c'est quelqu'un qui a une souffrance qu'il n'arrivait même pas à extérioriser, quoi. Ouais, et du coup, c'est vrai que entre les années 1978 et 1991, il va attirer chez lui des jeunes hommes qu'il va du coup tuer après les avoir drogués. Et surtout, en fait, c'est vrai qu'on va se rendre compte qu'il les photographie et qui va conserver des morceaux de leur corps et qui va tenter en fait de se fabriquer un partenaire docile. Ouais, c'est ça. En fait, le problème qu'il a, Dahmer, c'est qu'il n'arrive pas à exprimer émotionnellement ce qu'il souhaite et ce qu'il veut, et qu'il a jamais réglé, en fait, aussi ses traumas. Et du coup, vu que les hommes, parce que bon, c'était un homosexuel, hein, ça, c'est pas une surprise, comme beaucoup de tueurs en série, d'ailleurs, qui deviennent homosexuels, parce que pour la plupart, on subit des sévices aussi, il faut le dire. Et du coup, en fait, le souci, c'est qu'il n'arrivait pas à tenir une relation stable, au vu de comment lui n'arrivait pas à s'exprimer émotionnellement. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Je vais tuer le mec pour essayer de le conserver avec moi. Et lui, il était convaincu, même mort, que le gars, il resterait tout le temps avec lui, en fait. Puis en fait, on se rend compte que les tueurs en série n'ont pas du tout le même fonctionnement que nous. Et du coup, c'est vrai que c'est comme ça que les émotions s'expriment. Là où nous, nos émotions négatives, on va les extérioriser d'une certaine manière, que ça soit avec le sport, j'en sais rien, c'est propre à chacun. Eux, c'est vraiment comme ça qu'ils expriment leurs émotions, quoi. Ouais, et pour le coup, l'esprit du Gémeaux, lui, c'est un signe qui est avide de comprendre et d'expérimenter. Bon, là, c'est un peu tordu et c'est un peu morbide, mais encore une fois, on est un peu comme dans le Taureau, on va chercher à posséder l'autre, mais pas de la bonne manière. Alors en fait, là où c'est différent du Taureau, le Taureau veut posséder, le Gémeaux veut comprendre l'autre dans sa profondeur, et il veut comprendre. En fait, là, il veut comprendre d'une façon qui est très glauque, en fait. Oui, c'est vrai, t'as raison dans ce que tu dis, parce que le Gémeaux, c'est un signe de communication, c'est pas un signe de compréhension, d'intelligence, c'est ça. Et lui, c'est plus je veux comprendre, je veux fabriquer, je veux. C'est son intelligence qui se matérialise comme ça, c'est super bizarre. Je dis pas que c'est intelligent, mais. Ouais, c'est un peu ça. Après, vous en avez un autre aussi, le tueur en série qui est Peter Kürten, donc lui il est né le 26 mai 1883, donc quand je vais vous dire son surnom, je pense que vous allez peut-être me dire « Ah mais je connais lui ». Ce gars-là, il était surnommé le vampire de... Alors, désolé pour la prononciation, mais de Düsseldorf. Je crois que tu l'as bien dit. Ah ouais? J'aurais dit Düsseldorf, moi. Düsseldorf, je sais pas. Mais pour le coup, Kürten, lui, il a grandi dans une misère, mais alors lui, pour le coup, vraiment pas de chance, surtout dans les années 1800 comme ça. Lui, il est né dans une misère qui est complètement totale au sein d'une famille. Attendez-vous bien, attention la maman, courage, 9 enfants, pour le coup. Imagine, 9 gamins. Et dans cette grosse fratrie, vous avez mélangé ça à un père violent et alcoolique. C'est clair que dès son plus jeune âge, il va déjà subir des sévices physiques, des violences sexuelles, et en fait, il va découvrir par la suite une étrange excitation à la vue du sang. Donc c'est vrai que c'est vraiment le sang qui l'attire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Hein. Ouais. Et du coup, adolescent, alors ça commence tôt, il s'échappe souvent de chez lui et il commet déjà des petits crimes. Et c'est vraiment plus tard qu'il va commencer à avoir envie de tuer. Il va tuer pour la première fois, presque par curiosité finalement, et fasciné par la réaction en fait de ses victimes. Ce qu'il aime, c'est voir une réaction. Voir la réaction de ses victimes en fait. C'est ça. En fait, le fait ouais, c'est vraiment ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'entre 1913 et 1929, il va assassiner et agresser plus de 30 personnes.
Et bon, je vous laisse imaginer pourquoi on l'appelle le vampire, hein. Il va boire parfois leur sang et il dira plus tard que chaque meurtre était pour lui comme un orgasme. Et on en revient à cette histoire de possession. Vu que ce sont des enfants qui, la plupart, ont été agressés sexuellement ou on les a dépossédés justement de leur enfance, et ben il y a une forme de reprend une possession de quelque chose qu'ils maîtrisent et que pour certains, alors pas pour tous, ça les excite, quoi. C'est ça. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de traumatismes où il y a la sexualité qui vient s'y mélanger souvent. Parce que, en plus, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que la sexualité, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie d'impulsion. Et en fait, ça se matérialise comme ça au final pour les tueurs en série. C'est vrai que c'est assez fou à quel point ça ressort, mais quasiment tout le temps. Tu vois cette violence, le côté sexuel, le fait d'avoir vécu une enfance vraiment pas facile, c'est un truc qui revient, mais vraiment dans 70% des cas, j'ai l'impression. C'est ça. Et puis pour moi, les Gémeaux, ils vont rarement tuer dans le silence. Hein. Pour le coup, ils vont être très manipulateurs, très séduisants, très éloquents. Mais vraiment, c'est comme... En fait, je vois vraiment ça comme une araignée, quoi. Enfin, c'est vraiment... genre, tu vois, je tisse ma petite toile, t'as vu, Pénélope, je suis trop mignonne. Et en fait, une fois que vous allez dans leur toile, c'est bon, c'est foutu. Ouais, ils vont attirer les gens dans leur truc pour faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, le Gémeaux dans sa lumière, c'est un signe qui est très vif, qui est très sociable, du coup très charmeur aussi. Mais dans son ombre, on a la dualité qui apparaît, qui est incontrôlable. Donc un masque en public, un autre dans l'intimité. C'est un signe qui est capable de changer de personnalité, de vraiment se suradapter, s'adapter en fait aux gens et de vraiment agir un peu comme la balance, agir exactement comme il se doit. Et du coup, c'est comme ça qu'ils attirent les gens, quoi. C'est ça. Les gens leur font confiance et du coup, ouais. C'est ça. Et en plus de ça, comme on a dit pour Jeffrey Dahmer, hein, si la curiosité, elle n'est pas canalisée, elle peut devenir donc hyper perverse. Et donc, son besoin d'expérimenter peut glisser dans les jeux cruels, en fait. C'est ça. Et donc, son intelligence mal dirigée va se transformer dans une manipulation froide. Et chez certains, la parole n'est plus un don, mais une arme. Cancer. La maison, douce et protectrice, le lieu des souvenirs d'enfance, des repas partagés. Mais derrière les murs, l'ombre s'installe. Le Cancer, signe d'eau gouverné par la lune, incarne le foyer, les émotions et les liens familiaux, mais dans son ombre, la sensibilité. Se transforme en rancune, la protection devient étouffante et l'attachement au foyer se change en prison mortelle. Ça, c'est le mode de fonctionnement de Karl Panzram, qui est né le 28 juin 1891. Alors lui, il est né dans une ferme du Minnesota, et c'est vraiment le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Et il grandit dans une extrême pauvreté. Donc on a son père qui quitte le foyer et sa mère qui est complètement épuisée et qui le confie ultra jeune à des institutions religieuses, mais qui vont s'avérer violentes. Ah ben là, pour le coup, il va être... non mais ça, c'est pareil. Enfin, désolé, je suis une petite aparté, mais il va être battu, humilié, même, et ses enfants vont devenir des coquilles vides. Et ça, c'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça, qu'il se passe des trucs sombres dans les orphelinats, dans les trucs comme ça de religieux, religieuses. C'est horrible, ça. Pourtant, c'est vrai que vu comme ça, on se dit bon, ça devrait être des êtres bienveillants et d'amour. Ah bah punaise, merci quoi. Ouais. Et donc, pour le coup, ce pauvre gars, il en sort complètement brisé. Et vous vous rendez compte, à 12 ans, il commet déjà des cambriolages et des incendies. C'est ça. Et c'est vrai que lui, il va développer une haine tellement profonde du monde entier, en fait. Et c'est vraiment ça qui va le faire avancer. C'est-à-dire qu'il va avancer avec cette haine et agir et vivre avec cette haine, en fait. Et il dira plus tard, j'ai haï toute ma vie et j'ai tué par plaisir. Ouais, c'est ça. Et au cours de sa vie, il revendiquera à peu près une vingtaine de meurtres et des centaines d'agressions. Donc, en fait, je crois, il me semble, par rapport au cas de Karl Panzram, il y a beaucoup de corps qui n'ont jamais été retrouvés, donc il y a eu des formes de délation. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il a revendiqué une vingtaine de meurtres, parce qu'il y en a qu'on n'a pas preuve que ce soit lui ou non, quoi. Surtout à cette époque. Ouais, ça c'est vraiment fou. Et c'est vrai que là on retrouve vraiment l'énergie du Cancer qui vit dans l'émotion, c'est-à-dire qui s'accroche à une émotion et qui ne la lâche pas. Et là, c'est vraiment le mec qui garde son émotion de haine et qui vit à travers cette émotion, en fait, toute sa vie. Et c'est vraiment cet amour trahi qui s'est transformé en vengeance. C'est le foyer qu'il n'a jamais eu. Et vraiment, il s'est vengé d'une certaine manière.
Et il a vécu à travers ça, en fait. Ouais, c'est ça. À travers ses émotions de tristesse et de haine. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça, parce que du coup, c'est vrai que le cancer, on dit souvent que c'est un être d'amour, le foyer, etc. Et là, il a été bafoué au plus haut point, on l'a dépossédé encore une fois de ses émotions, et du coup, c'est une haine viscérale envers le monde, en fait. Ouais, c'est un peu cette énergie de si moi je vais mal, vous n'avez pas le droit d'aller bien. Exactement, tu vois, c'est ça. Les émotions sont tellement intenses chez les signes d'eau que souvent, ils se rendent pas compte, mais en fait, ils ont besoin que les gens aillent mal avec lui. Ouais, c'est ça. Pour le porter mais totalement, un peu. Totalement. C'est une manière d'être porté par, du coup, la tristesse et la haine des autres, finalement. Totalement. Après, vous en avez un autre qui s'appelle Robert Maudsley. Donc lui, il est né le 26 juin 1953 à Liverpool, dans une famille pauvre. C'est rare encore une fois. Et lui, il a été placé, lui aussi très jeune, en foyer d'accueil. Et les premiers mois, pour le coup, se sont assez bien passés. Pour le coup, il était assez épanoui, il se sentait bien dans sa famille d'accueil. Il a commencé à se reconstruire en tant que gamin. Et là, sa mère a décidé de le récupérer. En gros, la nana, elle s'est dit, allez, bon, on retourne le chercher, tiens, le petit Johnny. Et pour le livrer à un père méga sadique. Alors lui, il me fait beaucoup de peine. J'avoue que Robert, alors attention, ça ne pardonne pas du tout ce qu'il a fait, mais vous allez comprendre pourquoi. Ouais. Donc là, avec ce père complètement sadique, il va subir des tortures physiques, mais aussi psychologiques, et c'est quotidien, c'est-à-dire que c'est tous les jours. Et à 16 ans, il décide de s'enfuir, mais là, du coup, il sombre dans la drogue et dans la prostitution. Et c'est vraiment bien plus tard, en fait, qu'il va commettre ces crimes, parce que ça va être en prison. En fait. Ouais. Là, il va d'abord tuer un co-détenu, je crois, qui aurait abusé d'un enfant. Donc, je vous laisse imaginer le gaz qui saignait dans sa tête, en fait. Là, c'était... en fait, là, c'était par vengeance, finalement, on peut se dire ça. Et après, plus tard, il va en commettre d'autres. Il dit qu'il ne voulait pas tuer des innocents, mais nettoyer la pourriture. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu tuer les personnes qui elles-mêmes ont fait du mal. C'est pour ça que j'ai de la peine pour lui. On a vraiment les deux opposés chez le cancer. Les deux... Lui, il voulait faire justice. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il me fait de la peine, ce Robert, parce que le pauvre gars, il a été mis en foyer, il commence à trouver vraiment un équilibre, sa mère, sa débile de mère, elle a décidé de l'amener à ce père-là et tout. Il aurait pu faire comme l'autre qu'on a évoqué et se venger du monde, mais lui, vraiment, il s'en prenait à des criminels déjà de base. En fait, il a vraiment fait la distinction entre les gens bien. Il a eu la chance peut-être d'avoir des gens bien dans sa vie. Et il a réussi en fait à faire la distinction. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Et lui, c'était vraiment la vengeance. Et là, on a encore ce cancer qui est ultra protecteur et qui en fait veut protéger. Là, ça fait un peu vengeance, mais c'est un peu je protège le monde des pourritures. Ouais, c'est ça. Tu vois, et c'est là pour le coup, dans son cas, lui, on a une dualité où on n'excuse pas le crime. Mais parfois, je suis désolée de le dire, c'est mon avis, mais faire justice soi-même, il n'y a rien de mieux en fait. Et là, pour le coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu une dualité lors de son procès, parce que les gens, il y a eu deux camps, donc le camp de la partie morale, un crime est un crime, peu importe sur qui, comment, pourquoi, et l'autre partie où c'est un mec qui a été complètement démuni, qui a sombré dans la prostitution, dans la drogue, qui n'a pas eu de foyer, qui nettoie en fait la ville des pourritures comme il le dit quoi. C'est ça. Donc là on voit vraiment que la blessure du cancer ça devient vraiment une vengeance, une protection. En fait il détruit les monstres qu'il voit comme son père finalement. Ouais c'est ça. Ouais mais c'est vrai que le cancer dans sa lumière, dans son côté positif, il est très tendre, très protecteur, très aimant. C'est vraiment le signe du foyer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très touché par ce qui se passe dans son foyer, finalement de ne pas recevoir d'amour de son foyer, c'est horrible pour un cancer en fait. Mais du coup, dans son ombre, sa sensibilité extrême, ça peut vraiment devenir une arme et son mode de fonctionnement finalement quand il se laisse complètement emporter par une émotion, blessé, rejeté, il a tendance justement à s'enfermer dans une émotion précise jusqu'à exploser quoi. Et à vraiment vivre à travers cette émotion et à vouloir que les autres en payent le prix. Et pour le coup, on est quand même dans son dark side, dans ce cancer qui ressasse les douleurs sans fin. Il y a beaucoup de cancers qui restent déjà bloqués dans un passif, alors je vous laisse imaginer quand il vit dans ce genre de choses. Et quand la blessure ne cicatrise pas, pour le coup, elle se transforme en haine. Et dans le cancer déséquilibré, le foyer n'est plus un refuge, mais pour le coup, un tombeau. Lion. Sous les feux de la rampe, le lion aime briller. Charismatique, séducteur, il attire tous les regards. Mais dans son ombre, cette lumière devient aveuglante, son besoin d'être admiré se transforme en drame macabre et son ego blessé en cruauté
théâtral. Et oui, le lion c'est un signe de feu qui est gouverné par le soleil. Et quand son énergie s'assombrit, il ne tue pas seulement. Il met en scène sa violence comme un spectacle morbide. Et oui, ça c'est le fonctionnement de Jack Unterweger, né le 16 août 1950. Donc c'est vraiment un tueur en série qui avait des allures de poète, d'artiste, il était autrichien, et en fait il devient un symbole de rédemption avant d'être démasqué comme l'un des tueurs les plus manipulateurs d'Europe. Ça, c'est donc le abusé. Côté charmeur du lion, la star qu'on aime, c'est ouf. Vraiment ça qui ressort quoi. De ouf. Ouais. Et pour le coup, lui, dans son enfance, il a été abandonné donc par un père américain et il a été élevé tristement par une mère prostituée. Donc pour le coup, il va grandir entre violence et rejet. Et vous imaginez sa mère qui fait les passes dans l'appart, lui qui est là dans une pièce à côté. Vraiment, c'est juste affolant. Et donc à 24 ans, pour le coup, il tue une femme étranglée avec son propre soutien-gorge. Et du coup, en prison, parce qu'il va quand même se faire attraper, là, il se découvre un talent littéraire. Alors vraiment, le lion dans toute sa splendeur, quoi. Il fait n'importe quoi, mais c'est encore le meilleur, et il se découvre un talent en prison, ouf. quoi. Alors voilà, le lion. Et du coup, il écrit, et il arrive, non mais alors, j'ai pas les mots, il charme les médias, et il parvient à se faire libérer après 15 ans. Présenté comme un exemple de réinsertion. Non mais c'est un truc. Mais du coup, à peine dehors, il recommence plus de 10 meurtres, toutes des femmes prostituées finalement, à Vienne et à Los Angeles. Donc encore une C'est fois, incroyable. Encore une fois, il tue qui? Des femmes prostituées comme Et sa voilà, mère. il y a toujours des liens avec c'est un l'enfance truc des de tueurs. malade, hein. Franchement, dans 80% des cas, il y a un lien avec l'enfance. Ouais, c'est assez fou. c'est fou. Et en fait, je pense que même l'aspect du soutien-gorge, ce qu'il utilise pour la tuer. Ouais, je suis Il pourrait utiliser un couteau, il pourrait utiliser du poison, il y a plein de façons de tuer quelqu'un. Mais là, avec un soutien-gorge. Ouais, c'est Alors clair. peut-être que lui, alors on n'oublie pas, on est dans les années 50. Hein. Les années 50, vous montrer une cheville, ça y est, ils en pouvaient plus. Hein. Donc Ouais. le soutien-gorge, je pense que c'était très représentatif de la féminité. C'était un peu pour taire ce côté femme-objet. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis plutôt d'accord, ouais. C'était vraiment, pour moi, je pense, un peu une façon pour lui. Il voulait que sa mère arrête de faire ça, je pense. Tu sais, quand t'es un petit garçon, tu ne veux pas que ta mère fasse ça. Et du coup, c'était un peu sa façon à lui de faire arrêter sa mère. C'est stop, tu te tais, et puis pareil, je devais entendre des choses aussi. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il qu'il préfère voir la femme décédée plutôt que de continuer de faire ça, en fait, pour qu'il y ait un arrêt complet, finalement. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Et c'est vrai que c'est assez fou ce côté du lion, un peu qui serait en star et qui arrive à charmer, etc. Il a vraiment réussi, cet homme, à transformer le meurtre en performance, à jouer un rôle de génie, un rôle un peu tourmenté, jusqu'à sa pendaison en 94. Eh oui, parce qu'il a fini pendu. Ouais. Et voilà, parce qu'à l'époque, il y avait encore la peine de mort, je crois, dans cet état. Donc, pour le coup, voilà. Ensuite, on va passer à la première femme de cette série. Intéressant. Elisabeth Báthory. En même temps, bien sûr, la première femme, elle est lion. Évidemment. C'était sûr. Donc, Elisabeth Báthory, elle est née le 7 août 1560 et on l'appelait la comtesse sanglante. Et je pense que ça, pour ceux qui, encore une fois, qui sont fans de True Crime, ils connaissent cette femme-là. Donc, c'est une Hongroise et c'est l'une des figures les plus terrifiantes qui a pu exister à son époque parce qu'elle est issue des plus puissantes familles nobles et elle vit entourée de riches admirateurs. Donc là, on n'est pas dans un cadre où on est pauvre, on a vécu un peu la misère et tout ça. Là, on est vraiment dans le lion narcissique, tout le monde m'écoute, m'obéit, et que derrière ces dorures-là, on a une femme qui est obsédée par sa beauté et son pouvoir. On est vraiment dans le côté narcissique du lion, c'est clair. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'entre 1590 et 1610, elle va faire enlever et torturer des centaines de jeunes filles, comme par hasard, plus de 600 selon la légende. Ouais. Et en fait, elle est convaincue que le sang vierge préserverait sa jeunesse. Donc là, c'est incroyable parce qu'on a vraiment le côté du lion, mais le plus sombre possible. Les jeunes filles, comme par hasard, c'est-à-dire que plus belle qu'elle, hein. Plus belle qu'elle. Voilà. On fait tuer des jeunes filles. Elle a le pouvoir, donc elle peut en faire tuer, mais des centaines. Tout ce qu'elle veut. Parce que elle a le pouvoir, justement. À cette époque-là, on ne discutait pas à des gens qui avaient du pouvoir. Et c'est incroyable. Et ce truc de leur sang
va me faire préserver ma jeunesse. On est sur une sorcière un peu aussi, quoi. Ah bah, carrément. Une sorcière lion, quoi. C'est assez fou. Carrément, et en plus le pire c'est que je crois, alors j'ai peur de me tromper j'ai peur de me tromper, mais il me semble qu'elle utilisait le sang, bah oui c'est ça, elle utilisait le sang des vierges pour se faire des masques du Oui, ça m'étonne pas. visage, parfois elle le buvait, mais elle le buvait en tisane, enfin vraiment c'était mais n'importe quoi, parce qu'elle ne supportait pas de vieillir, elle supportait pas de... c'est narcissique au plus haut point, quoi. Et chez Báthory, l'orgueil donc solaire du lion va devenir une tyrannie. Là, on est dans l'illusion d'une reine, encore une fois, qui est intouchable, prête à verser le sang pour jamais perdre sa beauté, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que là, on a vraiment le crime qui devient un rôle. Et il y a vraiment toute cette mise en scène. C'est très théâtral, hein, ces deux cas, tu vois. Donc ouais. Mais c'est vrai que dans sa lumière, le lion, il est plutôt généreux, il est protecteur, très créatif. Mais dans son ombre, c'est vraiment l'orgueil qui est souvent blessé, d'ailleurs. L'orgueil blessé, quand ça a été blessé, c'est le besoin d'être admiré à tout prix. Et quand son ego devient insatiable, il peut chercher à prouver sa puissance de manière complètement destructrice. Ouais, c'est ça. Le lion, il veut être vu, et lorsqu'il s'égare dans ses ténèbres, il se fait roi d'un royaume de peur. Hein. C'est exactement ça. C'est ça. Vierge. Une chambre parfaitement rangée. Des outils alignés avec une précision chirurgicale. Rien n'est laissé au hasard. La Vierge, signe de terre gouverné par Mercure, incarne l'ordre, la rigueur, l'obsession du détail, et dans sa lumière, c'est une énergie d'organisation, de soins et de service, mais dans son ombre, cette minutie devient malsaine, le crime est méticuleux, le rituel parfaitement orchestré, la propreté presque technique, sauf pour les traces du sang. Et oui, ça c'est le mode de fonctionnement de Ed Gein qui est né le 27 août 1906. Alors il est né dans une petite ville du Wisconsin et il grandit vraiment sous la coupe d'une mère hyper religieuse, autoritaire, obsessionnelle, donc qui a l'énergie de la Vierge aussi, c'est fou ça, et qui lui apprend que les femmes, sauf elle, sont impures et mauvaises. Alors, ça commence mal. Ah oui, vraiment, ça commence très mal. Je me rappelle de cette histoire parce que Ed Gein, ça me disait quelque chose, mais oui, effectivement, cette mère, elle était complètement folle dingue, elle était horrible. Possessive au possible. Et il est vrai que lui, enfant, donc pour le coup, il va vivre isolé, donc sans amis, puni dès qu'il est temps d'approcher quelqu'un. Vraiment, on est dans la mer. Soit, là, on est dans le taureau Darkseid, la possession ou le concept Darkseid. Et quand elle meurt, il reste seul dans la ferme familiale. Imaginez-vous, le mec, il a vécu toute sa vie autour de sa daronne, moi je me demande s'il n'y a pas eu des trucs même ambigus avec sa mère. Pour être possessif genre de avec l'inceste, envers son enfant, c'est obligé. Et là, tout va basculer. Là, il va devenir complètement obsédé par la mort. Alors il a commencé par déterrer des cadavres pour garder sa mère près de lui, puis il va tuer 2 femmes. Donc est-ce qu'il déterre sa mère ? Ça serait bon de vérifier d'ailleurs. Parce que je crois qu'il a déterré. C'est dit qu'il déterre des cadavres, mais est-ce qu'il déterre sa mère ? Ça, je me pose la question. Il me semble que dans l'histoire, si ma mémoire est bonne, il avait conservé justement le corps de sa mère le plus possible avec lui. Après, il a fini par s'en débarrasser. Donc cette idée de garder la mort parce que sa mère est morte et du coup je la garde près de moi. En fait, il tuait des femmes qui prenaient justement le statut de mère. Ouais. Et en gros, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est chez lui que la police va découvrir des masques faits de peau humaine et des meubles fabriqués à partir de corps. Et me semble-t-il, il n'y a pas une série Netflix qui est sortie sur lui ? Je crois. Il me semble. Je crois, oui. Je l'ai toujours pas regardé, j'ose pas la regarder, j'ai peur. Je crois. Et il y a un autre tueur qui est dans le même cas de figure que lui, je me rappelle plus son nom, et lui c'était les enfants. En gros, il embaumait les enfants comme des poupées pour les garder. Mais c'est dingue, et encore une fois, on est dans le sens du détail de la Vierge, donc pour le coup, chez Gein, une manie morbide, donc il faut que tout soit préparé, tout soit dans l'ordre, etc., mais de comment lui voit la chose, quoi. Ouais, il y a ce truc de fabrication au détail, justement, parce que j'imagine que la façon dont il fait ça, c'est hyper minutieux, il pense très exactement à ce qu'il va fabriquer, etc. C'est assez fou ça. Ensuite, vous avez Rodney Alcala, né le 23 août 1943. Donc là, on est sur un gars hyper beau, hyper intelligent. Et là, pour le coup, Alcala, lui, il va grandir entre 2 pays. Les États-Unis et le Mexique.
Donc dans ces années-là, je vous laisse imaginer la tension encore politique qu'il y clair. avait. Donc pour le coup, on était sur un enfant qui était hypersensible, qui était surdoué, hein, mais très instable, quoi. Après des études d'art, je crois qu'il se forge une image d'homme hyper cultivé. Bah, un peu comme celui qu'on a évoqué, là, le Gémeaux, là. C'était Ouais, vraiment ça, hein. c'est ça. Ouais, carrément. Non, le lion, je suis bête. Oui, ouais, c'est le lion. Bah, c'est vrai que la Vierge, c'est un signe qui est très différent du lion dans les énergies, mais qui a ce truc de perfection, d'image aussi, tu Oui, vois. par contre, l'image, c'est vrai, qu'il faut Ouais. qu'elle soit parfaite, C'est ça. coquette, ouais. Et c'est vrai que donc il a cette image un peu d'homme cultivé, etc. Mais derrière ce masque se cache un prédateur méthodique. En fait, il attire les femmes. Il se présente comme photographe, et je crois qu'il y a aussi un film sur lui. Il se présente comme photographe, il promet une séance d'art, et puis il les tue froidement. Ça fait un peu cliché dit comme ça. Ouais. Le photographe, tu sais. Ouais, mais pour l'époque, Mais pour l'époque, ouais. C'était fou, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc c'est en 1978 qu'il participe à une émission de télévision, donc oui, il y a vraiment un film sur lui, et il gagne cette émission de télévision, donc c'est une émission de dating, de rencontre, pour rencontrer une femme justement. C'était un peu tourné manège, en gros, Ouais. c'est tourné manège de notre époque à nous, Ouais, quoi. c'est ça. Qu'à ce moment-là, il a déjà plusieurs meurtres à son actif, donc ça c'est fou. Petit aparté, il a pas buté la femme du truc de dating. Ouais. C'est ça qui est assez fou. Mm. Et qui vraiment, il la voyait pas comme une proie, celle-ci. C'est ça. Et c'est vraiment lors de son arrestation qu'on va découvrir chez lui des centaines de photos de femmes non identifiées, quoi. Ouais, donc là, on retrouve vraiment cette vierge qui va être organisée, qui va avoir une double vie, donc encore une Le fois... double signe de la Vierge Voilà, aussi, ouais. c'est ça, la vierge dans son ombre méticuleuse jusqu'à l'horreur. Mm. Et voilà, quoi, enfin vraiment... Ouais, comme le Gémeaux, c'est vrai que c'est deux signes de Mercure et on retrouve cette double face chez la Vierge et chez le Gémeaux, c'est assez fou. Mhm. Et cette intelligence incroyable aussi. Et dans sa part, on va dire, positive, la Vierge, elle est consciencieuse, elle est protectrice, mais encore une fois, quand on est dans le dark side, c'est l'obsession, perfectionnisme maladif, quête d'ordre, qui peut se transformer en compulsion. Et lorsqu'elle va sombrer, la Vierge va enfermer son monde dans des rituels qui peuvent être morbides, et que vous pouvez avoir des Vierges, par exemple, enfin, je parle pas des Vierges qui sont tueuses en série, bien sûr, mais il peut y avoir des Vierges, on va dire, dans leur côté dark side, hormis l'aspect tueur en série, qui peuvent tellement se mettre une pression sur elles-mêmes, sur leur perfectionnement, sur leur physique, sur tout ça, elles se bouffent la tronche, quoi. C'est clair. Balance. Un sourire séduisant, une main tendue, des paroles douces qui inspirent confiance. La balance attire, séduit, promet l'harmonie. Mais parfois, derrière ce masque charmant, se cache le piège. Signe d'air gouverné par Vénus, la balance incarne l'élégance, la diplomatie, le besoin de relation, mais dans son ombre, son charme devient manipulation, sa recherche d'équilibre se change en duplicité, son masque tombe trop tard quand le venin a déjà coulé. Et oui, ça, c'est le mode de fonctionnement de Andrei Chikatilo, né le 16 octobre 1936. Donc lui, il est né en Ukraine, mais dans une période de famine et de guerre, donc vraiment alors au mauvais moment, et il connaît la faim dès son plus jeune âge. Et son enfance, elle est vraiment marquée par la peur, l'humiliation, il est moqué à l'école, battu par son père, il est impuissant toute sa vie, et c'est vraiment comme ça qu'il va développer une rage froide mêlée de honte. Encore une fois, on a toujours cette enfance, mais qui est compliquée, mais vraiment très compliquée, quoi. Et ça m'étonne pas qu'en étant balance, il est tout intériorisé, parce que à la base, la balance, elle n'aime pas le conflit, Ouais. elle aime pas la violence, c'est un être qui a besoin d'harmonie, de douceur, C'est très compliqué C'est pour très une balance compliqué. de vivre là-dedans, ouais. c'est ça. Et donc, une fois adulte, il devient enseignant, ce gars-là, donc marié, père de famille. Pour le coup, c'était un homme totalement banal aux yeux du monde, mais derrière cette apparence-là, se cache un tueur hyper compulsif. Et ouais, et c'est entre 1978 et 1990 qu'il va mutiler et tuer plus de 50 personnes, femmes et enfants confondus. Donc même en ayant une famille, une femme et des enfants, il arrive Totalement. quand même à faire ça. Mais c'est quelqu'un qui est toujours poli, qui est courtois, et il avoue plus tard avoir ressenti du plaisir uniquement à travers la souffrance des autres. Bah oui, parce que encore une fois, on en revient à un autre truc, c'est qu'on lui a volé son enfance. C'est ça. On lui a volé son enfance, les enfants ont été méchants avec lui. Par contre, il y a plus le délire de la femme que je comprends pas trop, parce que encore, il aurait eu une mère. Mais il a comment pas, dire il a pas l'air d'avoir eu de mère. Ah, Parce qu'encore une fois, le battu par son père, pour moi, la femme est très absente dans ce ouais, cadre-là. c'est vrai. La femme est tellement, la femme est tellement invisibilisée quand il y a un père violent. Ça m'étonnerait qu'il y ait un père violent avec son enfant qui soit incroyable avec sa femme. Et le féminin n'est plus là, il est étouffé.
Et en fait, on est énervé, l'homme en question est frustré et énervé de ne pas avoir reçu cet amour-là, l'amour maternel. Et je pense que ça vient de là, tu vois. Et là, pour le coup, c'est vrai que chez Chikatilo, il séduit pour dominer. Hein. Ça, c'est vraiment ça. Et encore une fois, on est sur le masque social qui est parfait, tout ça. Mais vraiment, on est dans le truc où derrière, c'est horrible, quoi. Ouais, c'est clair. Et on a aussi donc un autre tueur en série, Balance, Patrick Kearney, qui est né le 24 septembre 1939. Encore une fois, il naît d'un père violent, d'une mère très distante. Et en fait, donc, il grandit dans un climat qui est très froid, très dénigrant. Et quand il est enfant, en fait, il est très timide, très introverti. Et en fait, il va développer un peu de façon cachée des fantasmes morbides. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'il maintient une apparence irréprochable. Ça ressort toujours chez la Balance, tu sais, cet être hyper intelligent, hyper doux. On est toujours dans le côté un peu introverti, un peu timide. Et en fait, on a des pensées tellement sombres. Et ça, c'est la Balance arrive bien à le cacher parce que je trouve que la Balance est l'un des signes les plus manipulateurs, enfin celui qui peut le plus manipuler, parce qu'en fait, on lui fait tellement confiance. C'est ça. Parce qu'elle a une énergie dont on ne se méfie pas du tout. C'est vraiment, on la sous-estime, la Balance. Et le fait d'être très sous-estimée fait que vous pouvez manipuler beaucoup plus facilement en fait. Ouais, mais c'est ça. Après, encore une fois, un peu comme l'autre, quand il grandit, il devient ingénieur, donc pour le coup, des belles études encore, et toujours propre sur lui, toujours calme, il fait pas de vagues, et donc il mène toujours une double vie, lui aussi, pareil, cette dualité qu'on a comme pour l'autre. Donc le jour, c'est un collègue vraiment sans histoire, par contre la nuit, c'est un prédateur qui va être hyper organisé. Ouais, et c'est vrai qu'on va le surnommer du coup le trash bag killer. Donc en fait il attire des jeunes hommes, il les tue, il les mutile et il abandonne leur corps dans des sacs plastiques. Donc c'est pour ça qu'on fait écho aux sacs poubelles. Et il les abandonne le long des routes de Californie. Donc c'est vraiment, je vous pose là. Ouais. Mais encore, là, c'était remarqué, on est dans un cas de figure différent. Ouais. Il va buter des hommes, pourquoi ? Enfin, moi, dans mon truc psycho, il va buter des hommes, pourquoi ? Parce que l'homme, chez lui, va représenter le côté viril, je m'impose. Il faut savoir que lui, c'était un enfant timide et qui s'est littéralement marché dessus. Ouais, donc l'homme va représenter pour lui ce côté masculin qu'il a pas. Ouais, je suis d'accord. Et aussi, du coup, aussi par rapport au père, violent. Je suis assez d'accord. Un gros problème avec le masculin pour lui, de son côté. Ouais. Ça m'étonne pas pour une Balance quelque part. Ouais, on est ça a sur du un sens. signe très sensible, très dans son énergie incarnée, normalement. Ça m'étonne pas. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez fou d'abandonner comme ça les corps. Vraiment, vous êtes vraiment des moins que rien, quoi. Voilà. Je vous abandonne sur la route. Et c'est vrai qu'il avouera donc par la suite 21 meurtres. Mais les autorités estiment qu'il aurait pu faire plus du double, finalement. Ouais, carrément. Et puis Kearney, vraiment, c'est la Balance déséquilibrée, quoi. La façade polie, l'apparence un peu douce et tout, mais qui est, pour moi, qui se croit au-dessus de tout et qu'il a un vide affectif finalement des plus totales, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que la Balance, on peut se dire qu'elle tue rarement par rage. C'est pas un signe qui se laisse envahir par les émotions négatives, mais ça va être des meurtres dans le contrôle, avec élégance, avec douceur parfois. Mais c'est pas un signe qui va avoir des impulsions ou quoi. C'est beaucoup plus calculé. Ça se construit sur le long terme un peu, j'ai envie de dire. Quand on dit des crimes où qu'elle tue par douceur, c'est plus dans l'aspect où ça va tuer forcément lentement. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est pas dans la douceur, les personnes, les victimes, elles sont décédées. Mais c'est vrai que ils vont prendre le temps. Voilà. Et pour le coup, encore une fois, la Balance dans son côté positif, elle est très sociable, elle est aimable, elle est pacificatrice. Elle veut créer l'harmonie, encore une fois, et à la base des bases, elle incarne la justice. Mais pour le coup, encore une fois, dans son dark side, c'est ce désir d'équilibre devient une peur du rejet, et encore une fois, l'éloquence devient une arme. C'est ça, puis la Balance, c'est vrai qu'elle a du mal à vivre son relation, donc si elle a vécu des mauvaises relations et qu'elle a eu un manque, c'est pas joli, quoi. C'est vrai que la Balance sombre, elle peut manipuler, tellement, encore une fois, la Balance est un des signes qui peut le manipuler le mieux, parce que jamais vous allez la soupçonner, quoi. C'est ça. Et elle ne tue pas dans la fureur, avec élégance, dans le silence, et toujours avec cette façade, en fait. Toujours. Scorpion. Dans l'obscurité, tu sens une présence invisible, mais si intense qu'elle t'oppresse. Le Scorpion ne se contente pas de tuer, il obsède, il manipule, il pénètre les âmes comme un venin.
Signe d'eau gouverné par Pluton et Mars, le Scorpion est le signe de la transformation, de la passion, de la destruction et de la renaissance. Dans sa lumière, il est guérisseur, magnétique et capable de renaître de ses cendres. Mais dans son ombre, il devient destructeur, avide de domination et fasciné par la mort. Là, on va parler notamment de Charles Manson, très connu, qui est né le 12 novembre 1934. Donc lui, encore une fois, abandonné dès sa naissance. Manson, lui, il va grandir dans un foyer, abus et des rejets constants. Donc il va passer son adolescence en maison de correction et il va apprendre très tôt à manipuler pour survivre. Alors, encore une fois... Non mais c'est fou. Ouais, c'est un fou. truc de dingue. Encore une fois, on est dans des schémas de rejet, de pas de stabilité et... Bon, bah là, on parle quand même de Scorpion, donc on vous laisse imaginer l'intensité du truc. C'est clair. Et dans les années 60, il va devenir le leader d'un groupe de jeunes perdus en quête de sens, la famille Manson. Donc ça, c'est vraiment une histoire qui est très connue. Ça, c'est vraiment fou. Faut savoir que cet homme, c'est quelqu'un qui est très charismatique, magnétique. Il se prend un peu pour le messie, en fait, d'une apocalypse raciale qu'il nomme Helter Skelter. Donc en fait, il a jamais vraiment tué lui-même, mais il a manipulé les gens, donc ses adeptes, c'est ça, pour le faire. Ça, c'est... Par contre, ça, très c'est Scorpion. Un truc de ouf. Genre, moi, je suis Voldemort. Ouais. Genre, allez-y, les gars. C'est trop ça. Ça le joue. En fait, il va manipuler des jeunes qui sont eux aussi perdus, qui sont pas bien, etc. Et il va réussir à leur faire le pire, quoi. Donc, parmi eux, il y a Susan Atkins, Charles Watson, qui massacre Sharon Tate, enceinte de 8 mois, et ses amis en 1969. Donc là, ils vont commettre un triple, quadruple meurtre, je sais pas combien ils étaient, mais... Mais franchement, cette secte, bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il parlait, il me semble, du diable, enfin, il y a vraiment un culte un peu satanique un culte sectaire, oui, clairement, Et Manson, il n'avait pas besoin de sang sur les mains, hein. Lui, ce qu'il aimait, c'était la manipulation au sens pur, c'est vraiment le Scorpion jusqu'au bout, la domination, la séduction, le culte de la mort, enfin, vraiment, lui, c'est assez fou, il incarne le roi du dark side du Scorpion. Ah oui, clairement, C'est un truc de dingue. Il a pas eu de sang sur les mains, mais d'une certaine manière si, mais c'est vraiment son pouvoir psychique qui lui a permis de faire aux gens en fait ce qu'ils voulaient. C'est ça. Donc vraiment Scorpion jusqu'au bout, domination mentale, séduction et culte de la mort aussi. Ouais, c'est abusé. On a aussi David Parker Ray qui est né lui le 6 novembre 1939, était surnommé le Toy Box Killer. Donc en fait c'est un ancien mécanicien de l'armée américaine. Et enfant, il subit des violences, encore une fois, d'un père alcoolique et il grandit dans une solitude absolument morbide. Alors cette histoire, elle est complètement dingue de David Parker Ray parce que du coup j'ai regardé un reportage sur lui il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, mais c'est une histoire de fou. Et donc à l'âge adulte, lui, il va construire dans le désert du Nouveau-Mexique une caravane équipée de chaînes, d'instruments chirurgicaux et d'outils de torture. Le mec, il a mis des mois. En fait, c'est simple, ce gars-là, il avait 3 logements. Un logement pour son taf, un logement pour ses plaisirs malsains et un autre logement un peu comme un triangle pour qu'il soit mis... voilà. Il n'a pas choisi cet endroit par hasard parce que du coup, il a choisi cet endroit parce que c'était beaucoup de maisons, enfin de caravanes secondaires, de terrains secondaires où on venait que pour les vacances parce qu'il n'y a absolument rien là-bas. C'est perdu, c'est vraiment perdu. Et il a passé donc des mois à confectionner cette espèce de box. Enfin vraiment, je vous invite à aller voir sur internet. Il y a plein de vidéos YouTube sur ce gars-là. C'est juste horrible. Ouais, et c'est là en fait où il va emmener ses victimes. Souvent, il va les droguer juste avant. Et en fait, il les enregistre sur une bande. Je sais pas si c'est une bande son ou une bande de film, pour pouvoir revivre les scènes plus tard. Ouais, en gros, pour faire simple, c'est que il attirait sa victime qui droguait, elle se réveillait attachée, et quand elle se réveillait, il y avait une petite télé, un peu comme dans Saw, qui disait voilà, je suis David Parker Ray, tu vas être mon objet, voici ce que je vais te faire, et tout ça, et lui, ça l'excitait de fou. Et en gros, il enregistrait, donc oui, comme tu disais, même ces sévices qu'il faisait, mais ce qu'il faut savoir, et ça, il faut le dire, sa fille y participait des fois. Ça, c'est très glauque. C'est-à-dire que sa fille, il faut savoir que sa fille a dénoncé son père à la police. Il y a, on va dire, elle était jeune, et ça a été classé sans suite parce qu'ils n'avaient pas de preuves, soi-disant. Et en fait, il y a eu un retournement de situation où elle avait aidé son père après par la suite. Oh putain. Ouais. C'est ouf, hein. C'est glauque et c'est compliqué de savoir ce qui s'est vraiment passé, sachant que c'est la fille.
manipulé par son père aussi C'est sûrement. ouf. C'est compliqué comme situation, Et c'est comment horrible. Ouais. ils ont découvert ça, Ouais. c'est qu'il y en a une qui a réussi à se barrer. Ah oui, Il y en a d'accord. une qui a réussi à s'enfuir, à alerter la police, truc de dingue. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont su. Ouais, sinon ça se ouais. serait jamais su quoi dans la discrétion du scorpion quand il ne veut pas que quelque chose se sache, le scorpion est très secret, il va réussir à le cacher jusqu'au bout quoi. Surtout que ouais. là, il a réussi à le cacher pendant 40 quasiment 40 ans, quoi. C'est abusé hein. Ah oui, mais ça c'est le scorpion dans toute sa splendeur quoi. Mm. Et vraiment tout est pensé, tout est stratégique en fait. Dans le Carrément. scorpion. C'est vraiment on est sur les énergies très noires du scorpion, sexuelles, très secret, méthodique, fasciné par la souffrance. C'est un peu une expérience de pouvoir quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que le scorpion, dans son dark side, il aime expérimenter les émotions négatives aussi des autres, à travers les autres. C'est un signe qui est très à l'aise avec les émotions les plus sombres. Et là, c'est cette idée de les vivre aussi à travers une personne, tu vois. Ouais, mais carrément. Donc c'est vraiment... ouais. Donc encore une fois, le scorpion, dans son côté positif, c'est un passionné, il est magnétique, il est intuitif, mais dans son côté dark side, il a la jalousie, la vengeance, l'obsession, et qu'il est fasciné par tout ce qui est la mort, la sexualité au plus poussé, le côté animal. C'est ça, c'est un vraiment signe, ça, hein. c'est un signe qui vit dans l'intensité. Mais quand cette intensité n'a plus de limite, ça l'entraîne vraiment dans des abysses, hein, les abysses des émotions, les abysses totales où la domination devient torture et où la transformation se paie au prix du sang. Sagittaire. Un sourire désarmant, un regard confiant, il parle et on l'écoute. Il promet la vérité, la lumière, l'amour. Le Sagittaire est un signe de feu gouverné par Jupiter, planète de l'expansion et de la croyance. Dans sa lumière, il est aventurier, inspirant, philosophe, mais dans son ombre, son besoin de grandeur devient démesuré, sa foi devient délire et son charisme une arme. Et oui, ça c'est le mode de fonctionnement de Ted Bundy, très connu, né le 24 novembre 1946. Alors lui c'est vraiment l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire. Donc il naît d'une mère célibataire et en fait cette mère-là le confie à ses grands-parents. Donc en fait Ted il croit longtemps que sa mère est sa sœur. Donc ça c'est très bizarre. Et son enfance est marquée par le mensonge, le rejet et la honte. Oui, parce que je crois qu'en fait, il me semble que vu qu'il connaît pas sa mère et qu'il connaît que ses grands-parents, en fait, il a tout reporté sur sa sœur. Bon, très étrange, mais... Et pour le coup, à l'adolescence, il va développer une obsession pour le pouvoir et le contrôle, tout en cultivant, encore une fois, un peu comme le lion et la balance, un charme, quoi. Un étudiant qui va être hyper brillant, militant politique, il séduit par sa prestance. Donc ouais, Ted Bundy, c'est vraiment un homme qui est très beau et très attirant et ça va vraiment être sa marque de fabrique en fait par la suite. Carrément. On a vraiment un monstre derrière le masque d'un beau gosse, quoi. C'est clairement ça. Et entre 1974 et 1978, il va enlever et tuer plus de 30 femmes à travers plusieurs états américains. Donc il change de coiffure, de vêtements, de ton de voix, c'est vraiment un caméléon quoi. En fait, c'est vraiment le Sagittaire en mode aventurier, mais dans le côté un peu macabre. Ouais, quoi, c'est tu ça, vois, c'est vraiment carrément. je change de peau, change d'état, je voyage, je tue, tout va C'est bien ça. quoi. Et puis il faut savoir que le Sagittaire est très relié aussi au côté donc spirituel. Mais en fait, le Sagittaire, c'est un signe, tu sais, qui peut devenir un peu un gourou. C'est le signe qu'on suit. C'est le signe qui a tellement confiance en ce qu'il dit, tellement confiance en lui, etc., qu'il arrive à... C'est le gourou un peu dans son ombre. Mais de fou. Mais je pense que Sagittaire, tu ce vois. mec-là, je pense qu'il a beaucoup de placements scorpions, c'est pas possible. C'est possible aussi, ouais, carrément. Mais c'est vrai que même condamné, dites-vous bien, il arrive à manipuler, c'est-à-dire qu'il va se défendre solo au tribunal. Il va faire son beau gosse devant les journalistes et il va recevoir des milliers de lettres de gonzesses qui sont genre oh là là, Ted Bundy. Oh mon dieu, ça par contre, mais c'est horrible. Ça c'est des femmes qui ont des problèmes aussi à régler, tu vois, parce que c'est pas possible quoi. Parce que tu sais que l'homme a tué je ne sais combien de femmes. Et en fait, toi, tu te dis ah ouais, trop. Être fasciné, je me demande, ouais, mais être fasciné par un homme qui est tueur en série, tu sais qu'il est très violent, etc. Ça s'explique, je pense aussi de ces femmes-là qui ont elles-mêmes vécu des trucs, tu vois. Ce que je trouve assez fou, c'est que dans le cas de Ted Bundy, il a pas eu une enfance hyper dramatique. Lui, pour le coup, de tous ceux qu'on a dit pour l'instant, c'est un qui n'a pas eu d'enfance dramatique et qu'on sent que vraiment il tue. Non pas par vengeance, colère ou quoi ou qu'est-ce, c'est vraiment par l'excitation. Ouais. C'est par ça. un côté narcissique d'être au-dessus de tout, tu vois, genre je suis beau, je suis intelligent,
Et genre, Ouais. je suis au-dessus de tout, quoi. C'est vrai que je me Totalement. demande, du coup, son thème astral, c'est vrai que ce serait intéressant de regarder parce que c'est assez surprenant, ouais. C'est ouf. Parce que tu te rends compte, tu te présentes tout seul au tribunal en mode je me défends parce que je suis le maître, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc de Mais moi, ça me fait penser au Dark Side du Sagittaire de je suis le Messie, Ouais, je suis un narcissique. gourou, je suis le Messie, c'est moi, en fait, l'élu, quoi, tu vois. Là, on va parler d'une seconde femme dans cet épisode, parce C'est qu'on ça. n'a pas beaucoup, hein. Nous les nanas, on est gentilles. C'est Rosemary West, qui elle est née le 29 novembre 1953. Alors elle, on n'a pas trop de dossiers sur elle, donc on sait juste que c'est une enfant qui a été battue et abusée, comme d'hab. Ouais. Rosemary, elle va grandir dans un foyer violent et où la sexualité et la cruauté se mêlent. Ça, c'est horrible. Et en fait, elle va se marier très très jeune à Fred West, donc à 15 ans. Et en fait, elle va devenir sa complice et sa partenaire dans le crime. Donc là, on est vraiment sur une femme qui va tomber un peu entre les griffes d'un psychopathe et qui va elle-même, du coup, le devenir en fait au Moi, j'ai final. l'impression qu'elle répète un schéma qu'elle connaît en fait. Oui, carrément. Vu qu'elle a eu Ouais. un père violent, machin truc, elle c'était un peu une pauvre femme. Oui, carrément. Voilà, ben En fait, devenant complice, tu as enfin la reconnaissance et l'amour que tu recherchais C'est ça. de base en fait, avec le même type d'homme que tu as connu finalement, c'est tu ça. vois. Et du coup, le couple enlève, torture et tue au moins 10 jeunes femmes, dont leur propre fille. Et ça, c'est vraiment C'est un truc de une fou. glauquerie. Franchement, alors, franchement, c'est un truc de malade. Hein. Ils tuent même leur propre gamine, quoi. Ouais, En fait, vraiment, elle, je suis désolée de dire ça, mais c'est une lâche, quoi. Ah oui, Cette carrément. meuf, c'est vraiment, genre, j'ai la haine contre les femmes. Elle a trouvé un mec qui, pour une fois, lui donne un peu de... Ouais. qui a accepté, finalement, son côté horrible. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a gardé en vie. Hein, parce Ils se que sont c'est bien la- trouvés, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle a une haine. Et je pense qu'elle avait aussi une haine envers sa propre fille parce qu'elle grandissait, Mais qu'elle carrément, devenait là, belle et... c'est ça, ouais, c'est possible. Et ça représente vraiment cette énergie du Sagittaire, la corruption. Et c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, la corruption. C'est le dark side aussi du Sagittaire. Un amour fusionnel qui devient une domination. Et c'est vraiment une liberté. C'est plus vraiment une liberté, ça devient en fait une folie, tu vois. C'est ça. Mais les Sagittaires, bah eux, ils vont pas tuer pour se cacher derrière la peur, encore une fois. Ils vont séduire, assurer. Bon, là, c'est un cas un peu différent parce qu'on est sur une femme qui est complice. Et pas... c'est pas elle qui est le cerveau du truc. Mais quand même, elle participe. Ouais. Mais... ouais, et je pense qu'il y a une forme aussi peut-être de se croire aussi quelque part un peu au-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a cette énergie-là, c'est clair. Et c'est vrai que dans sa lumière, le Sagittaire, il est voyageur, philosophe, il explore la vie aussi. Mais dans son ombre, il y a son besoin d'expansion qui devient un excès, sa soif de liberté qui devient transgression, et son charisme qui, du coup, lui permet de manipuler. Ouais, vraiment, le Sagittaire, il veut toujours aller plus loin dans sa version la plus sombre et franchir même les limites de l'éthique, quoi. C'est ça. Donc vraiment, le Sagittaire déséquilibré, il va transformer son enthousiasme en prédation. Capricorne. Rien n'est laissé au hasard. Chaque geste est calculé, chaque seconde est mesurée. Le Capricorne ne tue pas dans la frénésie. Il construit, il planifie et organise son horreur comme une mécanique froide. Signe de terre gouverné par Saturne, le Capricorne incarne la discipline, la rigueur et l'endurance. Dans sa lumière, il est bâtisseur, solide, persévérant, mais dans son ombre, il devient glacé, insensible, obsédé par le contrôle et parfois par la destruction méthodique. Et oui, ça c'est le mode de fonctionnement de Edmund Kemper qui est né le 18 décembre 1948. Alors lui c'est un homme qui était immense parce qu'il mesure 2,06 m, c'est impressionnant. Et c'est un homme qui était très calme, très poli, mais presque même doux en fait, avec une grande douceur, mais par contre très froid. Donc vraiment cette froideur cérébrale du La Capricorne. rigidité du Capri, quoi. C'est ça. Et du coup, son enfance, encore une fois, on a une mère qui est très très autoritaire, qui est très humiliante. Et en fait, elle va le battre, l'enfermer au sous-sol. Et en fait, elle lui dit que tu fais peur aux filles. Et en fait, elle l'enferme parce que il fait peur aux filles, quoi, parce qu'il est trop grand. Et en fait, pour le coup, là, c'est un cas qui est différent. Parce que d'habitude, c'est toujours le père qui va battre C'est ça. l'enfant, machin. Et là, c'est vraiment la mère qui porte la Qui est culotte. tellement horrible. Et le père va carrément fuir le foyer, quoi. Lui, il se barre, quoi. Ah le ouais, père, ouais. Et le père, il se dit, ça pue trop pour moi, j'arrive pas à gérer, elle va me flinguer la zonze. Ouais, c'est ça. Je me barre, mais par contre, je laisse mon gamin, quoi. Ouais, c'est ça, génial, quoi. Et donc, à 15 ans, Kemper, lui, il va commettre son premier double meurtre. C'est horrible, parce qu'il va abattre ses grands-parents pour voir ce que ça fait. Mais je pense, très sincèrement, qu'à mon avis, c'est pour voir ce que ça fait, oui. Mais je pense qu'il a choisi ses grands-parents. Pourquoi ?
parce qu'ils ont donné vie à sa mère et qui n'ont jamais réellement pris parti pour lui, quoi. Enfin, Oui, je veux c'est dire, ça. il n'y a pas Oui, eu c'est cette sûr. notion de protection qu'il aurait dû avoir, quoi. C'est jamais vraiment choisi au hasard, il y a toujours un peu un lien Ouais, il y a avec un lien. quelque chose, tu vois. Donc il va être emprisonné, c'est fou qu'il l'ait fait à 15 ans, déjà ça, c'est incroyable. 15 ans, tu fais déjà ça, quoi. Relâché du coup quelques années plus tard, il va devenir en fait un tueur de jeunes femmes par la suite. Ça encore, ça s'explique, on sait pourquoi. Ouais. En fait, il les prenait en stop avant de les assassiner. Il les et il les découpait aussi méthodiquement par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est jamais vivante. Il est post-mortem, Ok. post-mortem parce que au moins elle parle pas, elle se laisse faire. Ouais, c'est C'est cette peur Soumission de totale, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. soumission totale des femmes, du coup, et c'est en 1973 que là, il tue sa mère, son ultime cible, avant de se livrer à la police. Et je C'est crois que d'après ce que j'ai lu, il me semble, j'ai peur de confondre, mais il me semble que Edmund Kemper, quand il a tué sa mère, il me semble qu'il l'a décapité. Vraiment, il lui a fait du sale, quoi. Genre, ouais. il a vraiment exprimé toute sa rage. Et en fait, vraiment, une fois qu'il a fait ça, il s'est dit bon, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire, et maintenant, je me rends, quoi. Et c'est drôle, le fait de se rendre, en fait, c'est très Capricorne. Hein. C'est un peu, je fais les choses dans les règles. Ouais, je c'est fais ça. quelque chose de mal, et puis je vais me rendre. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est en mode, j'ai accompli ma mission, maintenant c'est bon, j'en assume les conséquences. J'assume, je prends la responsabilité de mes actes. Ouais, c'est assez vraiment, fou. Kemper, c'est vraiment la quintessence du Capricorne dans son nom, parce qu'il va être hyper intelligent, il va être rationnel. Pour le coup, il est rationnel. Ouais, c'est clair. Il est rationnel. Ah oui, carrément. Obsédé par le contrôle, et même sur la mort, mais hyper rationnel. Ouais. C'est vrai que c'est assez fou. C'est ça, exactement. Et en tueur en série Capricorne, on a aussi Dean Corll, qui est né le 24 décembre 1939. Alors lui, il est issu d'une famille modeste. Par contre, il grandit aussi dans une atmosphère assez rigide, beaucoup d'autorité. Et en apparence, encore une fois, c'est un homme très discret, qui est travailleur. Et en fait, il gère une petite confiserie. Donc vraiment, voilà. Ouais, et puis je pense que vous avez déjà entendu parler de cette série peut-être, mais les gamins du quartier l'appellent Candyman, du coup. Ouais, et donc, ça, c'est un mot qui a été beaucoup repris, ouais, ça, carrément. Candyman, ouais. Et du coup, entre les années 70, enfin entre 70 et 73, il va enlever et torturer et tuer, du coup, au moins 28 adolescents aidés de 2 complices. Donc lui, il va être vraiment dans la séduction, il va appâter justement ces gamins avec des bonbons, la gentillesse, pour les emmener dans sa baraque, quoi. Ouais, mais c'est de là que ça doit venir, tu sais. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, mes parents ils me disaient si on te donne un bonbon, tu l'acceptes pas et tout. Je disais, Oui, non, mais ça on aussi te le disait bien, ça aussi, toi, ou oui, pas oui, carrément. Tu sais, quand on est enfant, souvent on nous dit, ouais, Ouais, je t'acceptes pense pas que les c'est bonbons ça. des inconnus, machin. Mais je pense que c'est- ça peut venir de ça. Et vous vous rendez compte à quel point c'est resté dans les mémoires, cette Dans les histoire. mœurs, ouais. Encore dans nos générations, c'est fou, quoi. C'est dingue. Donc ouais, il a tiré donc les adolescents avec des bonbons, c'est voilà, ça a vraiment existé finalement cette Ouais. histoire-là. Et il planifie du coup chaque enlèvement avec une précision qui est vraiment diabolique. Il note tous les détails et après il va finalement cacher les corps sous la chaux. Ouais, pour pas que ça sente. Ouais. Là, vraiment, chez Corll, il y a vraiment cette maîtrise capricornienne, hein, donc il va se transformer en mécanique. Parce que les Capricornes sont très mécaniques dans leur organisation, mais là, dans une mécanique inhumaine. Donc, pour le coup, là, ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y a pas de rage, il n'y a pas de pulsion, il y a juste une organisation, quoi. Il est méthodique. C'est ça. Et rigide et froid, quoi. C'est carrément C'est ça. juste ça. Et du coup, je me demande, alors il a grandi dans l'autorité, etc. On n'a pas trop d'infos, c'est vrai, sur sa vie d'enfance, mais Non. il doit y avoir forcément quelque chose pour tuer que les enfants, que les adolescents d'ailleurs. Ouais, adolescent. Donc ça doit avoir un lien. Il doit y avoir un truc qui s'est passé dans sa vie qui explique ça. Ouais, Ouais. carrément. Et c'est vrai que dans sa lumière, le Capricorne, c'est quelqu'un qui est très ambitieux. C'est un signe qui est très discipliné, déterminé. C'est un signe qui construit, mais dans son ombre, il devient vraiment insensible et il est prêt à écraser sans pitié. Ah ouais, mais là pour le coup, sa patience, ça va se transformer en froideur, ça en organisation, en planification macabre. Et pour le coup, encore une fois, on n'est pas dans une quête de gloire. En fait, si c'est juste, voilà, je veux faire ça, je le fais, et puis basta, quoi. C'est ça. vraiment... Ouais, c'est ça. Verseau. C'est le voisin discret, l'original qu'on trouve un peu étrange, toujours à contre-courant, le Verseau vit hors des normes et c'est là qu'il attire ou qu'il inquiète. Signe d'air, gouverné par Uranus et Saturne, le Verseau incarne la liberté, la différence et l'esprit visionnaire. Mais dans son ombre, ce besoin d'être unique se transforme en isolement total, en froideur déshumanisée, où l'autre devient un simple élément d'expérience.
C'est le cas notamment de Gary Ridgway, né le 18 février 1949, donc le Green River Killer. Donc c'est l'un des tueurs les plus prolifiques pour le coup de l'histoire américaine. Donc lui, il est né dans une famille modeste, il va grandir avec une mère autoritaire, intrusive. Par contre, elle, la différence, c'est qu'elle va être hyper obsédée par la propreté. Donc elle va être très maniaco-dépressive en fait. Ouais. Et donc, enfant, lui, il va développer, bien évidemment, c'est un peu une haine cliché envers les femmes, mêlée d'attirance et de honte, quoi. Ça c'est un fléau, mais même encore aujourd'hui, bon, c'est pas autant qu'un tueur en série, hein, oui. Mais le problème un peu de beaucoup d'hommes, tu sais, cette haine, attirance, on retrouve ça dans le monde entier, c'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est un truc à éradiquer au plus vite, s'il vous plaît. Vraiment, j'en peux plus. Et ouais, et ça, donc Gary, c'est un adolescent qui était très solitaire, et en fait, il devient un adulte finalement très ordinaire, un mari, un père et un ouvrier d'usine. Donc vraiment, monsieur tout le monde. Pépère, quoi. Voilà, monsieur tout le monde. Mais dans sa routine tranquille, il mène une double vie. Ah ouais, parce que du coup, de 1982 à 2001, vous imaginez, hein, 2001, énorme. c'était il y a 24 ans. Hein, on dansait sur Britney Spears. C'est un truc de fou. Hein. Et bah pour le coup, il va assassiner plus de 70 femmes. Bon, majoritairement énorme. des prostituées. Hein. Parce que bon, bien évidemment, les prostituées, on s'en soucie pas. On s'en fiche, quoi. Et il le sait très bien. Enfin, non, c'est pas vrai, mais à l'époque, les gens s'en fichaient. Donc il les attire dans son pick-up, il les étrangle et il les dépose près de la Green River. En fait, il se faisait passer pour un client, quoi. C'est ça. Simplement. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a surnommé le Green River Killer, quoi, du coup. Ouais, et c'est vrai que durant son procès, très verso, il reste impassible et il récite ses crimes comme une liste de courses. Ouais. Donc le détachement total du verso. Mais je crois que pendant son procès, ils avaient négocié un truc et c'était la première fois aussi qu'ils faisaient ça, où ils lui ont fait signer un accord comme quoi il éviterait la peine de mort s'il racontait tous ses meurtres. Ok. Ah ouais, ok. T'imagines ? C'est ouf. C'est et du coup, il est récité comme ça. Ah ouais, et vraiment, il se souvenait de tout, quoi. C'est fou, ça. Ouais, donc Ridgway, il incarne vraiment le verso désincarné, logique, déconnecté des émotions, pour lui la vie c'est que des données en fait, parce que et bon, après il s'en prenait à des prostituées, attention, hein, donc il y a toujours un lien, il y a toujours un lien parce que avec sa mère et tout. Ouais, après c'est toujours un lien dans le sens où c'est pas pour dédramatiser l'acte, c'est plus pour dire les gens ils s'en foutent des prostituées. Ouais, c'est ça, c'était facile pour lui d'avoir sa double vie. Ouais, c'est ça. Et dans le même registre, donc on a Luis Alfredo Garavito qui est né le 25 janvier 1957. Alors lui, il est surnommé la Bête. Donc c'est vraiment un des pires tueurs en série du monde. C'est un enfant qui a été battu, humilié durant son enfance et qui a grandi dans la pauvreté en Colombie. Et donc, adulte, là, il va décider de développer une personnalité très charmante, cultivée, bienveillante, qui a l'air bienveillante. Et en fait, il va approcher des enfants défavorisés. Il se présente comme un prêtre, comme un enseignant ou un travailleur social, en fait, ça dépend. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va attirer donc les petits garçons, quoi. Ouais, et le pire, c'est qu'encore une fois, là, on est sur un gars on lui a dépossédé de son enfance, et donc il s'en prend au petit garçon qui, en fait, il a une haine contre son propre enfant intérieur qu'on lui a volé. Voilà, en fait. c'est ça. Et donc, entre 92 et 99, il va abuser, torturer et assassiner plus de 140 garçons. Vous imaginez? C'est énorme. Et vous avez vu en 92-99. Mais oui, c'est très très short comme temporalité. Il y en a, ils mettent 20 ans et lui, en même pas 7 ans, il en a assassiné plus de 140. Et parfois jusqu'à les décap, quoi. Ouais. Donc il les a tirés vraiment par confiance en leur offrant à manger. Enfin vraiment, le gars, c'est un monstre. C'est horrible. C'est tellement horrible. Et puis c'est vrai qu'il faut un détachement et en fait il faut être vraiment psychopathe pour être détaché à ce point-là. En fait il avait pas d'empathie. C'est-à-dire qu'il aucune empathie pour pour personne, je pense, à mon avis. Mais c'est vrai que là on a l'incarnation du verso coupé du monde humain en fait. Complètement coupé de la société, l'intellect sans empathie, observateur, détaché, et en fait, tout devient pour lui une expérimentation du mal. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai un peu une théorie de, tu sais, les gens qui ont vécu des trucs tellement horribles, en fait, pour pouvoir ressentir quelque chose par la suite,
ils sont obligés de reproduire des choses horribles. Mais bien sûr. C'est leur, tu sais, c'est leur Ouais. zone de confort. Oui, parce que ça suffit pas. Ouais. Le peu, ça suffit Ah pas. oui, la simplicité, ce n'est pas possible pour eux, tu vois. Ils sont ça. obligés de commettre des trucs absolument horribles parce que c'est leur zone de confort et parce que c'est leur seul moyen de, par la suite, de ressentir quelque chose, quoi. Ah, mais totalement. Tu vois. Et du coup, dans le côté positif, le Verseau, c'est vraiment le visionnaire, l'humaniste, l'inventif. Donc c'est pour ça que c'est encore plus important, parce que c'est l'incarnation même du côté humanitaire, collectif. Donc vous imaginez. Et donc dans son ombre, pour le coup, il se coupe totalement de l'humain. Sans besoin d'être différent, il devient marginalité. Son esprit logique, il devient une froideur qui va être hyper clinique. C'est ça. Et là où les autres vont ressentir, lui va plutôt analyser, c'est-à-dire qu'il va pas ressentir les émotions, il va juste analyser ce qui se passe. Poisson. Le poisson nage entre deux mondes, la réalité et l'illusion. Derrière son regard rêveur se cache parfois une double vie. Un visage tendre à la lumière et un monstre tapi dans l'ombre. Signe d'eau gouverné par Neptune et Jupiter, le poisson incarne l'imaginaire, la compassion, l'empathie, mais dans son ombre, sa sensibilité se transforme en délire mystique, sa fuite dans le rêve devient perte de repères et parfois, il confond amour et destruction. Et oui, c'est le mode de fonctionnement de John Wayne Gacy qui est né le 17 mars 1942. Alors lui, il est né à Chicago dans une famille très stricte. Et en fait, il y subit beaucoup d'humiliations, un père violent, alcoolique. Et en fait, ça devient un enfant très fragile. Et en fait, il cherche sans cesse à plaire. C'est que malgré les humiliations, etc., c'est un petit garçon qui va vouloir plaire. Absolument. Et toujours chercher à recevoir de l'amour, en fait. Et ça va vous parler parce que adulte, il devient donc entrepreneur, mari aimant. Il est même, c'est pour dire, il a eu une enfance de merde. Hein, et ben, il devient clown bénévole pour les hôpitaux. Et donc, Ouais. on l'appelle Pogo le clown. Et ça, je suis sûre que vous connaissez. C'est hyper... rien que d'y penser. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre de vraiment connaître l'histoire. J'ai pas beaucoup entendu parler de cette histoire, moi. Ben, en fait, le gars, ce qui est hyper déroutant avec ce gars, c'est qu'il justement, il faisait des trucs pour les enfants, où il se déguisait en clown et tout. Il participait même à des petites fêtes où il était déguisé en clown et tout. Et à côté de ça, Ouais, c'est fou, ça. Ouais. à côté de ça, entre 72 et 78, il a tiré des jeunes hommes, il les vait et les tue et les enterre sous sa maison, quoi. Ah ouais, et c'est vrai que la police, du coup, découvrira 29 corps Sous le plancher. et d'autres dans la rivière voisine. C'est ouf, hein. Ouais. Ces fondations, c'est des corps, quoi. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Attends, sous le plancher, ouais, non, mais c'est-à-dire qu'il gardait les corps dans sa maison. Dans sa C'est maison, horrible. t'imagines l'odeur. Et sachant qu'il avait femme et Oh là enfants. là. Ouais. Donc en gros, sa femme et ses Mais enfants... comment ils ont pas vu hein Tu penses qu'ils savaient, du coup? Bah, pour moi, je pense pas qu'ils savaient, parce que je crois que dans ce que j'avais regardé comme reportage par rapport aux odeurs et tout, ils disaient que c'était des rats, tu sais, D'accord, des bestioles ouais. qui passaient sous le plancher et qui crevaient, quoi. Putain. Et en fait, apparemment, dans les reportages que j'ai vus, ils ont jamais soupçonné femme et enfant, quoi. Ok. Mais chez Gacy, pour le coup, il incarne la confusion totale entre le côté hyper doux, hyper tendre du poisson avec la monstruosité, quoi. C'est ça, on a l'illusion que la personne est douce et géniale, etc. Et en fait, elle est horrible, quoi. C'est ça. Et, Punaise. et alors, ouais, et sous le même registre, on a Richard Ramirez. Alors lui, il est ultra connu. Ah ouais. Né le 29 février 1960, il est surnommé le Night Stalker. Et en fait, lui, il grandit donc au Texas dans une atmosphère de violence, encore une fois. Un père colérique qui le bat, tandis qu'un cousin militaire lui montre des photos d'atrocités commises pendant la guerre du Vietnam. Donc là, la combinaison des deux, ça va être n'importe quoi pour lui. C'est un truc de fou, ça va être n'importe quoi, parce que du coup, cette exposition hyper précoce à la mort et à toutes ces horreurs-là, ben, ça va déformer son esprit. Parce que vu que du coup, déjà, c'est un gars qui a grandi dans une atmosphère de violence, ben, ça va faire un truc en lui, quoi. Bah en fait, il va associer, il va se dire, je pense qu'il a grandi en pensant que le monde était violent, quoi. Ouais, c'est ça. Tu grandis juste avec ça et c'est ta zone de confort, encore une Ouais, fois. c'est ça. Et donc à Los Angeles dans les années 80, il va devenir un tueur nocturne. Donc il l'avait torturé, tué sans logique. Pour le coup, c'est ça. Lui, par contre, c'est juste impulsif. Genre, j'ai envie, je fais. Voilà. Ouais. Il n'a pas de mode de fonctionnement comme la plupart des tueurs en série, pas du tout. Lui, c'est vraiment, ça change à chaque fois. C'est pour ça que c'est difficile aussi de le retrouver, parce que normalement, les tueurs en série, on a leur marque de fabrique, et en fait, on sait que c'est le même, tu Et vois. là, lui, Alors, il change tout le temps, il suit le courant, c'est vraiment... C'est pour ça que ça a mis autant de temps avant de le coincer, ce gars. C'est clair.
Mais il a été très massif dans le nombre de meurtres qu'il a fait. Et ce qui est fou aussi, c'est que lors de son procès, il va sourire. Il va tracer un pentagramme sur sa main et va dire « Hail Satan », donc vraiment gloire à Satan, quoi. On peut soupçonner aussi un culte un peu, peut-être. Oui, c'est vrai. Et puis bon, il a vraiment cette énergie poisson où on aime bien... il y a beaucoup de poissons qui vont être dans un cas d'appartenance à quelque chose ou à quelqu'un. Souvent très relié au courant religieux ou spirituel, parfois du côté sombre, parce qu'il n'y a pas que des courants de lumière, il y a beaucoup de courants et de cultes sombres, donc souvent le poisson c'est un signe qui peut tomber là-dedans aussi, dans ces énergies négatives. Et là on a vraiment Ramirez qui incarne le poisson dissous dans ces ténèbres, qui est sans limite, sans cohérence, qui est guidé par un imaginaire complètement délirant où le bien et le mal se confondent. Après, en petit point bonus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans cet épisode, on a aussi Aileen Wuornos, donc elle est née, elle, le 29 février 56. Bon, bien évidemment, enfance tragique, elle est abandonnée par ses parents, elle est abusée par son grand-père, donc vous imaginez, et elle a grandi dans la rue. C'est horrible, hein, genre vraiment horrible. C'est ça. Et adulte, elle va finir par se prostituer pour survivre. Elle va vraiment se sentir trahie par chaque figure masculine qu'elle va croiser, parce qu'elle a vécu. Ses clients, quoi. Hein, voilà, c'est ça, exactement. Oui, tout simplement, ouais. Et du coup, entre 1989 et 1990, elle va tuer 7 hommes sur les routes de Floride, en affirmant qu'ils avaient tenté de la... Mais lors de son arrestation, elle reste convaincue d'avoir agi en légitime défense. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette femme, du coup, elle a tellement eu de haine envers ces hommes-là, qu'elle s'est dit, je vais les buter, parce que de toute façon, je suis qu'une femme objet, et que voilà, et elle pensait que ça allait passer, quoi. Mais je pense elle vivait dans une grosse illusion aussi, où tout se mélangeait, et où en fait, ses clients, du coup... Elle partait du principe que ses clients lui voulaient du mal, alors que, entre guillemets, elle est allée elle-même les chercher. Tu vois, l'illusion un peu de tout se mélange, et elle a tout confondu, tout mélangé dans sa tête, je pense, et qu'elle se disait que tous les hommes lui voulaient du mal. Je sais pas si elle confondait tout, ou si elle allait chercher les clients et mentait justement en disant... Je pense que vraiment dans sa tête tout se mélangeait en fait. Ouais, elle était un peu folle aussi. C'est sûr. Pour le coup, elle était tellement dans son émotionnel que elle pensait faire une sorte de rédemption par la destruction, quoi. Cette femme-là. Ça. On a la souffrance et la folie qui s'entremêlent, et vraiment c'est typique du poisson, tu sais, qui se perd dans ses émotions. Et comme tu dis, encore une fois, qui cherche la rédemption, etc. Tu vois, c'est trop ça. Et pour le coup, dans son côté positif, le poisson, il va être hyper intuitif, hyper compatissant, mais dans son ombre, il va être dissous dans ses illusions, comme tu disais. Et son hypersensibilité va devenir hyper chaotique, et sa compassion, elle va se transformer en pitié destructrice, et sa fuite de la réalité va l'entraîner vers la folie. C'est exactement ce qui s'est passé pour elle. C'est un signe qui peut vraiment vivre entre deux mondes, mais quand il s'y perd, il arrive plus du tout à distinguer l'un de l'autre. Donc on a vraiment les frontières entre la victime et le bourreau qui s'effacent. Donc voilà, on a fait le tour de tous les signes du zodiaque, de leur énergie avec les tueurs en série. Ouais, on espère vraiment que cet épisode vous aura plu pour cette nuit effrayante d'Halloween. Donc dormez bien avec votre lumière allumée. Hein. Et on vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Joyeux Halloween.